Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 15 juin 2025. Au menu aujourd'hui, la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Elle a été officiellement lancée jeudi à 100 par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Cette manifestation est organisée chaque année pour commémorer la Journée mondiale de l'environnement et la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Pour en parler, nous recevons Abdelrahman Démé, conseiller du directeur général de l'Agence de développement et de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Bonjour, monsieur Démé, et bienvenue. Bonjour, monsieur Traoré. C'est monsieur Kouné. Monsieur Kouné, pardon, monsieur Kouné. Nous nous intéresserons ensuite à la conférence des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche de la Confédération des États du Sahel. La rencontre qui s'est tenue à Bamako était l'occasion de réfléchir sur ce que peuvent apporter l'enseignement supérieur et la recherche au développement stratégique de l'AIS. Sur le sujet, notre invité est Dr Paul Traoré, recteur par intérim de l'université Kourkamfoua de Bamako. Bonjour, monsieur Traoré, bienvenue. Bonjour, monsieur Kouné. Merci d'être là avec nous. C'est dans la ville de Sam qu'a eu lieu cette semaine le lancement officiel de la quinzaine de l'environnement. 26e édition, c'est un événement qui réunit deux célébrations, à savoir la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin, et la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée le 17 juin. Deux thèmes ont été retenus: mettre fin à la pollution plastique mondiale pour la Journée mondiale de l'environnement et restaurer les terres, exploiter les opportunités pour la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a fait le déplacement à 100 pour lancer les activités de la quinzaine. Suivons le reportage de Mamari Koné et on se retrouve juste après. Village de Sibougou, à l'entrée des Sangs, c'est jeudi 12 juin 2025, journée de lancement de la quinzaine de l'environnement. Il est 8h50, le Premier ministre est accueilli par les autorités régionales. C'est une forte mobilisation au stade de la localité autour du lancement. Cette célébration est perçue par les autorités comme un symbole de l'engagement collectif à inscrire la protection de l'environnement au cœur de la refondation et du développement durable. Cette année, deux thèmes sont retenus: mettre fin à la pollution plastique pour la Journée mondiale de l'environnement et célébrer et restaurer les terres en exploitant des opportunités pour la Journée internationale de la lutte contre la désertification. Des thèmes qui constituent une interpellation de la responsabilité collective de tous au regard de l'ampleur des menaces. La 26e édition de la quinzaine de l'environnement se tient cette année à Sam, une région emblématique par sa richesse naturelle et son dynamique communautaire et la vitalité de ses savoir-faire locaux. Tout au long de cette quinzaine, des activités concrètes et porteuses de sens rythmeront la journée. Panels thématiques, campagnes de sensibilisation, opérations de reboisement, concours citoyens et bien d'autres. Nous nous réjouissons de la forte mobilisation des jeunes, des femmes, des producteurs, des chercheurs, des collectivités territoriales et du secteur privé. C'est une quinzaine d'actions, une quinzaine d'engagements qui appellent à une participation de tous et à tous les niveaux. Le Premier ministre a salué le leadership et la vision du président de la transition, parrain de cette journée qui ont permis de hisser les questions environnementales au rang des priorités nationales en les ancrant dans un cadre institutionnel. À travers la quinzaine de l'environnement, le gouvernement entend renforcer la sensibilisation locale et nationale sur la nécessité d'agir pour un environnement sain et un cadre de vie meilleur pour nos concitoyens avec la participation active de tous les acteurs. Le plan d'action du gouvernement 2025-2026, adopté par le Conseil national de transition le 19 mai 2025, la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, portée par la vision du Malikro Nyatasra Kabes Ambaflani Bioroni Savama, concrétise notre volonté d'un Mali résilient et durable. Cela passe par des actions concrètes telles que l'agroécologie, le reboisement, la gestion participative des terroirs et la valorisation des produits forestiers non ligneux. Le général de division Abdoulaye Maïga a invité le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à prendre les dispositions urgentes pour l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Car, dira-t-il, il faut faire un sursaut collectif pour la préservation de notre environnement.
L'un des défis majeurs auxquels il faudra faire face dans les années à venir est la pollution plastique. Nos villes, villages et hameaux sont envahis par des déchets plastiques qui étouffent les sols, contaminent l'air que nous respirons et mettent en péril la santé publique des populations. C'est pourquoi, sous l'impulsion du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le gouvernement a engagé une réforme en profondeur du cadre juridique et institutionnel de l'environnement, l'intégration du climat dans toutes les politiques publiques, la mobilisation et le financement vert à l'échelle nationale et internationale, et enfin la digitalisation des outils de gouvernance environnementale pour plus de transparence, d'impact et d'efficacité. Après le lancement de la quinzaine de l'environnement, le Premier ministre a planté le premier arbre dans le bosquet de l'AES. Elle a été imitée par le ministre nigérien de l'Environnement, les membres du gouvernement et les ambassadeurs des pays de l'AES au Mali. Monsieur Démé, parlons d'abord du choix de la ville de Sam pour le lancement des activités de la quinzaine de l'environnement. Il semble que la ville de Sam a des particularités en termes d'écosystème. Tout à fait. Mais avant tout propos, permettez-moi d'abord de vous transmettre les salutations fraternelles et amicales de Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Madame Doumbia, Madame Tangara. Elle témoigne toute sa gratitude au Premier ministre, général Ablaye Mega, pour sa participation active et sa présence remarquable. Et bien entendu, sous la houlette du président de la République, qui est le parrain de cette édition, donc le général d'armée Assimi Goïta. Et elle nous dit également à tous les invités, à vous-même, qu'elle est très ravie d'avoir été accompagnée par son homologue, le ministre de l'AES, Maïzana et le colonel Maïzana Abdoulaye, qui étaient invités d'honneur, et les ambassadeurs de l'AES, les membres du gouvernement, la population de Sam, etc., etc. Que tout soit remercié. Maintenant, parlons du choix de Sam. Pourquoi le choix de Sam se justifie simplement par le fait que la quinzaine de l'environnement est une campagne de communication en faveur de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Très généralement, ce qu'on fait, c'est une campagne rotative. Donc, on fait presque toutes les régions, mais les nouvelles régions sont prioritaires. Qu'est-ce qu'on fait clairement? On prend les deux thèmes, techniquement, on prend les deux thèmes, on regarde la ville ou la région qui vit avec acuité les problèmes, par exemple, cette année, de pollution plastique, de restauration des terres, on joue les critères. On retrouve tout ça ensemble, plus que dans d'autres régions. Plus dans d'autres régions. Oui. Sam vit actuellement un défi majeur de protection de l'environnement en général. Déjà, il y a une dégradation des terres accrue. Ensuite, les cours d'eau sont dans une situation un peu lamentable. Or, cette année, qui est l'année de la culture 2025, coïncide également avec le Sankimo, qui est une fête rituelle, culturelle de pêcherie traditionnelle. Qui dit pêche, quand même, parle de cours d'eau. Si les cours d'eau sont dans une situation lamentable, ça va être très difficile. C'est tous ces éléments, entre autres, qui justifient un tout petit peu le choix de Sam. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus de bois de chauffe. Ils sont obligés d'aller à des kilomètres pour chercher le bois. Et ça, c'est un autre problème. Ça veut dire qu'ils sont confrontés à des défis énormes environnementaux. Et c'est pourquoi vous avez été là-bas, pour les sensibiliser, plus que d'autres, non? Tout à fait. Oui. C'est ça la raison fondamentale pour les sensibiliser. Comme c'est une nouvelle région également, on les aide aussi à trouver les solutions idoines à nos deux thèmes. Mais est-ce qu'il y a, vous parlez d'écosystème, est-ce qu'il y a des mesures particulières que vous avez prises ou que vous allez prendre dans le cadre de la lutte, dans le cadre justement de l'écosystème à Sam, de façon particulière, et maintenant au Mali de façon générale? Tout à fait, au Mali de façon générale, les écosystèmes, qu'ils soient terrestres, fluviaux, etc., ces écosystèmes, en termes de zones humides, sont déjà protégés par nos textes. Nous faisons en sorte que l'ensemble des populations puissent vivre dans un environnement sain et à faire en sorte qu'ils ne dégradent pas fondamentalement les écosystèmes.
L'écosystème, c'est un mot très vague. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui nous entoure, les fleuves, les côtes, les forêts, les pâturages, tout ça soit préservé quelque part. Et vous savez, on a une charte pastorale, on a une loi forestière, on a des textes sur la gestion durable des terres. Nous n'avons que des textes pour pouvoir remédier à l'incivisme et à la situation précaire que vit le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des textes, mais aussi, on n'arrive pas à appliquer les textes. Tout à fait, ça c'est une réalité. Cette réalité est fondamentalement due un tout petit peu à une mauvaise compréhension même des textes. Vous savez, depuis l'indépendance, il y a eu beaucoup de choses ici, mais malheureusement, les gens n'arrivent pas à encore intérioriser un tout petit peu le concept de protection de l'environnement dans son entièreté. Pourquoi je le dis? Parce que vous vous souvenez, quand nous avions fait la révolution du 26 mars, c'était ce qu'on appelait les bosquets villageois. Chaque village avait son bosquet villageois. On ne faisait pas de feu de brousse. Et il n'y avait que des interruptions, les foyers en milieu de temps, tout ça là. Mais juste après la chute du régime, les gens ont pensé que nous étions en train de les enfreindre, de les empêcher d'accéder à quelque chose qu'ils pensaient être naturel. Et ils se sont rués sur les forêts, ils ont tout saccagé. Aujourd'hui, ils se rendent compte que... Il n'y a pas eu aussi d'autorité pour les empêcher. Aujourd'hui, on se rend compte que les eaux et forêts et le service de l'environnement avaient un rôle, a toujours un rôle prépondérant à jouer, y compris par la mise en œuvre des conventions locales. Il y a justement le thème qui est sur mettre fin à la pollution plastique mondiale. Et on sait qu'au Mali, la pollution plastique, c'est ce qu'il y a de plus grave, de plus préoccupant. Tout à fait, c'est pas le Mali seulement. Au fait, la pollution plastique est un défi planétaire. Aujourd'hui, après le fer, tout est en plastique. Les voitures ont les carrosses en plastique, la pâte dentifrice en plastique, la brosse à dents en plastique, l'éponge en plastique, la savonnière en plastique, les chaussures en plastique. Sans compter les sachets. Chaque fois qu'on parle de pollution, tout le monde voit seulement les sachets. Les sachets sont minimes. Oui, mais c'est quand même important et ça fait des dégâts terribles. Mais si vous regardez la production mondiale de plastique de façon globale, vous vous rendez compte que avec tous les pneus, les enjolivés verts, les câbles, tout, quand ils vont être usutés et dégradés, où ils vont partir. Or, le sachet peut faire 100 ans sans être dégradé. Oui, monsieur Demi, au Mali, c'est beaucoup plus les sachets plastiques que les autres éléments plastiques dont vous parlez. Tout à fait. Comment lutter contre les sachets plastiques? Il y a même une loi qui a été adoptée en 2014. Tout à fait. Mais sur l'interdiction, la production et la commercialisation des sachets plastiques, mais qu'on n'arrive pas à appliquer. Tout à fait. Cette loi de 2014 a été butée à quelques difficultés d'ordre technique. Les gars, les ingénieurs avaient déjà importé un certain nombre de quantités appréciables de sachets. Alors, savoir appliquer la loi est une chose, mais comprendre aussi c'est pas moi, le comportement et puis la logique économique en est une autre. Donc on a demandé à faire un moratoire. Et le moratoire a duré... Sur combien d'années? C'était sur 2 ans. Et ça dure déjà plus de 10 ans entre-temps, on le sait. Entre-temps, il y a eu une prolifération des sachets. Donc, au départ, c'était les sachets plastiques noirs là, bleus qu'on voyait, les gens vendent la viande, machin dedans. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que cette loi, si on ne l'applique pas avec la dernière rigueur, ça va faire quelque chose de terrible. Puisque aujourd'hui, vous comprenez, quand vous partez en pharmacie, on vous donne un sachet plastique. Pour deux paracétamol, on vous donne un sachet plastique. Vous partez à la boulangerie, on vous donne un sachet plastique. Vous partez au pressing, on vous emballe vos habits dans un sachet plastique. Vous êtes à l'aéroport, on vous emballe dans le plastique. Et le plastique va inonder. Et maintenant, cette loi va trouver son effectivité tout de suite. Parce qu'après le Sanguement, le ministre, après la 26e édition, après l'ouverture, le Premier ministre a donné des instructions fermes. Et nous allons, dès le
tout dernièrement, le vendredi tout près, il y a une grande commission qui a été mise en place à l'AEDD pour réfléchir sur l'applicabilité de cette loi. Ils vont mettre en place tout de suite un plan d'action, mais cette fois-ci en ne ciblant pas uniquement que les sachets plastiques. On va cibler l'ensemble de plastiques dégradés parce que les berges du fleuve Niger sont en train d'être obstruées. N'oubliez pas, c'est un grand problème, mais c'est le sachet qu'on voit c'est volant, c'est facile, on le voit, c'est visuel. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ça crée des inondations, ça bouge les animaux. Ça tue les animaux, les racines, dégrade les terres. Les racines des arbres ne peuvent pas les percer, etc. Toujours ça, au-delà des sachets plastiques, même les bics plastiques, les bics sont en plastique, les bics sont en plastique. Et tous ces déchets-là, quelque part, l'un dans l'autre, là, va constituer quand même un défi majeur. Docteur Traoré, est-ce que vous, en tant que professeur, est-ce que vous pensez qu'un jour, au Mali, on arrivera à mettre fin à cette question de déchets plastiques malgré la loi qui existe, mais bon, qui n'est pas appliquée depuis plus de 10 ans déjà? Merci, M. Kone. Je pense qu'un jour, on pourra mettre un terme à la production et à l'utilisation des déchets plastiques si, comme mon co-débatteur vient de le dire, on mettait plus de rigueur dans l'application de la loi. Un texte a été adopté depuis 2014 pour interdire la production et l'utilisation des déchets plastiques. Et quand un texte est adopté, un texte doit être appliqué, comme disent les juristes. Voilà, la loi est dure, mais c'est la loi. Et l'application de la loi incombe aux autorités exécutives et judiciaires. Et donc, il va falloir que le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement prenne des mesures draconiennes pour l'application de cette loi, surtout que nous sommes un pays très menacé. Je comprends un peu pourquoi la région de San a été retenue dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, parce que le San aussi est un peu à l'avant-garde de l'avancée du désert au Mali. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est que l'Union internationale de la conservation de la nature préconise que 15% des terres, des espaces terrestres des pays soient consacrés à la forêt. Et nous sommes à moins de 6% actuellement. Par contre, il y a des pays voisins à côté de nous, d'autres sont à 12%, d'autres sont à presque 14%. Voilà, et donc il va falloir redoubler d'ardeur, d'être beaucoup plus rigoureux. Et donc moi je pense que la solution c'est d'appliquer la loi. Si la loi interdit d'importer les déchets plastiques, il faut appliquer la loi. Sans application de la loi, on n'ira nulle part. Monsieur Démé, vous le savez, il y a des pays où c'est interdit carrément d'utiliser les sachets plastiques. Prenons le cas du Rwanda. Même en arrivant à l'aéroport du Rwanda, vous avez du plastique, ça reste à l'aéroport. Tout à fait. Après. Mais vous, au Mali, vous avez adopté une loi, 2014, vous n'arrivez pas à l'appliquer. Vous partez de moratoire en moratoire, parce que vous avez 2 ans de moratoire, maintenant ça fait 10 ans, plus de 10 ans, vous voulez encore vous réunir pour... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Non, rien ne bloque, j'ai expliqué ça par l'incivisme de la population. Ce n'est pas le Rwanda, c'est le Mali. Au Ghana tout près, le sachet plastique est interdit. Mais s'il y a l'incivisme de la population, qui doit mettre fin à l'incivisme? Il doit y avoir une autorité. Ce que le ministère, en tout cas ce que nous, ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, on fait, on prend des textes. Nous essayons de sensibiliser au maximum la population, les industriels, les chercheurs et tous ceux qui sont dans la chaîne de production du sachet. Ça, c'est notre rôle. Et ça, c'est vraiment, on le joue avec sincérité, avec tout ce que nous avons comme élément. Maintenant, le bâton à prendre, ça, c'est à un autre niveau. Voilà, le combattant vient de l'expliquer. Il dit que c'est l'exécutif qui doit sanctionner. Oui, c'est vrai. Nous, on a une direction qui s'appelle la DNACPN, qui est la Direction nationale de l'assainissement, de la pollution, etc. Mais voilà. Et
c'est vrai qu'ils ont quelques... Ils peuvent prendre quelques mesures. Ouais. Mais ils n'ont pas de... Ils n'ont pas d'autorité. Ils n'ont pas de brigade. Ouais. Genre comme le Baba, brigade, ils n'ont pas de brigade. Pour résoudre définitivement ce problème, il te faut mettre en place une unité spéciale qui va de sillonner, de boutiques, dans les quartiers, dans les marchés. Si vous êtes, par exemple... Est-ce que vous avez proposé la mise en place de ces unités? C'est justement ça. Peut-être qu'on n'avait pas pensé, mais on a vu que le problème est en train de prendre de l'envergure, et j'ai dit que le plan d'action est un plan dynamique. Et c'est pas nous seuls, on a mis tous ceux qui s'occupent de l'environnement, tous ceux qui sont chargés de questions de coordination, de gestion de l'environnement et du changement climatique. Ensemble, on a réfléchi et les lignes existent. Ils vont trouver la formule. Et ça va prendre encore combien de temps pour que... Non, ça c'est vite fait. Ça c'est vite fait. Ça c'est vite fait. Sincèrement, ça c'est vite fait. Vous allez revenir ici pour je ne crois pas que je pourrais revenir encore. Là, j'aurais quand même un peu honte pour venir dire encore, on n'a pas pu faire. Ça, c'est sûr et c'est clair. Le ministre est en train de prendre des dispositions. Et à côté de cela, il y a aussi que ces déchets plastiques qui existent déjà pouvaient être transformés ou en tout cas recyclés. Tout à fait. Là aussi, il faut peut-être... est-ce que vous y avez pensé? Qu'est-ce que vous faites dans... Non, ça quand même, il faut bien regarder, bien voir. Au niveau de ce pays-là, on a fait des efforts terribles en la matière. Ce qu'on appelle le tri sélectif, on le fait. On fait ce qu'on appelle le recyclage. Vous avez vu les gens... Le tri sélectif à quel niveau? Dans toutes les écoles vertes, c'est créé. L'éducation environnementale est en train de gagner de l'envergure. Les ONG sont en train de le faire. Mais ce n'est pas, c'est pas visible. Ouais. Parce que quand on ne fait pas de la publicité ou de marketing autour des éléments comme ça, ça devient... C'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Mais ce qui est sûr, vous savez aujourd'hui que on fait avec les chaises plastiques des pavés, on fait avec les chaises plastiques des tables bancs, des chaises. On en a besoin, voilà. Mais pourquoi on n'en fabrique pas à grande échelle? On fait le réemploi avec les pneus usagés. Vous avez vu que les pneus usagés sont encore destinés à être des fauteuils, des chaises quelque part dans les jardins publics. Il n'y a que des initiatives vertes comme ça qui sont dans l'économie verte. Oui, c'est minime. Mais tout, sans la longueur de temps, on peut demander à l'arbre de la vigueur, aux racines de s'étendre et aux fleurs de cyclone. Nous sommes dans une phase d'information, sensibilisation. Nous manquons véritablement de transfert de technologie. Donc, allons-y doucement. Les gens sont en train de suivre. Et je suis sûr, chaque quinzaine, 26 ans, pendant 26 ans, nous n'avons vu que des initiatives vertes à la matière. Et les gens sont en train de faire... Chaque année, il y a des initiatives lors des quinzaines, mais après la quinzaine, après le lancement de la quinzaine, ou après les activités de la quinzaine, on retourne à la routine apparemment, non? Non, c'est cette impression que les gens ont. Mais quand vous partez dans une quinzaine, au niveau d'une quinzaine, vous regardez les stands, vous voyez que les gens sont en train de faire l'innovation. Maintenant, comment accéder à ces produits, ça c'est une autre paire de manches. Au lieu de ces petites initiatives, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'avoir une grande unité de transformation ou de recyclage de ces plastiques avec peut-être même des multinationales, pourquoi pas? Tout à fait, mais ça tout va commencer. Parce que ce qui se passe, quand je parle de tri sélectif, ici au Mali, on n'est pas tellement habitué à gérer et de façon sélective nos ordures. C'est-à-dire que ce soit le plastique, que ce soit les papiers, tout est mis dans une seule poubelle. C'est ce qui est dangereux. Donc si on mettait le plastique à part, on mettait les papiers à part, on mettait les autres ordures. On peut toujours transformer les ordures en compost. Et ça, ce n'est pas pour maintenant. Hein. Non, ça, pour que les Maliens puissent... J'ai dit que c'est commencé au niveau des écoles vertes. Nous avons cette initiative d'école verte et les gens sont en train de faire. Nous, on table maintenant sur les enfants. C'est eux. Ça va être difficile pour les vieux de pouvoir changer de comportement rapidement. Mais les jeunes, quand ils vont commencer à s'y mettre, petit à petit, mais si les autres pays sont arrivés à les faire, quand même, ayez confiance en nous. Les Maliens, ils ont des capacités, mais ils ont besoin de comprendre. Parce que pour eux, même si tu dis à quelqu'un de ne pas jeter les ordures ou bien les plastiques, on va dire, il y a des gens qui sont là pour balayer. Parce qu'ils pensent que c'est quelqu'un d'autre qui va les faire. Or, la conscience environnementale est une culture. Il faut travailler sur
on va c'est-à-dire qu'on va absorber ou accumuler cette conscience, on va aller loin. Petit à petit, les gens sont en train de comprendre que le plastique noir là a des contenants de pétrole, c'est-à-dire que c'est dérivé du pétrole et dérivé du goudron. Quelque part, la couleur noire fait appel à du goudron. Et quelque part, si vous mettez votre riz chaud dedans, il y a des additifs qui sont dedans, qui sont en train de tomber dans ton aliment. Et en les ingérant, vous ne savez pas si vous allez trouver, c'est pas moi, un cancer ou une insuffisance rénale. Petit à petit, les gens sont en train de comprendre. Mais comme c'est moins cher, et puis on n'a pas beaucoup développé une sensibilisation, information à outrance. Vous parlez de sensibilisation parce que j'ai l'impression que vous ne faites pas aussi beaucoup de campagnes de sensibilisation, vous qui êtes chargé de cela, de préserver l'environnement. Non, vous en premier, bien sûr. Je suis vraiment étonné. Mais au fait, l'AEDD, nous, on a un département renforcement des capacités des acteurs. On ne peut pas toucher tout le monde. Ce qu'on fait, nous sommes en train de faire en sorte que tous les PDC, les programmes de développement économique et social culturel, intègrent la dimension environnementale. C'est clair. Aujourd'hui, changement climatique, vous ne pouvez pas mettre un PDC en place sans ces aspects. Et c'est à ce niveau-là que nous essayons de sensibiliser nos parties prenantes au niveau collectivité. Vous pouvez passer aussi par les médias aussi. Voilà. Les médias, ils nous accompagnent. Ouais. C'est pour la 15e de l'environnement. Bien sûr. C'est que les médias sociaux, les médias traditionnels, les médias classiques, radio, télévision, journaux, tout le monde est en train d'accompagner. Mais tout le monde doit s'y mettre pour une transformation en profondeur des comportements. Il le faut. On va encore parler très longtemps encore de ces déchets plastiques, mais allons-y, parlons maintenant de la désertification, des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la désertification au Mali, le reboisement, parce que ça fait partie de la 15e de l'environnement. Tout à fait. Ouais. Vous savez, la désertification, c'est le premier credo même du ministère de l'Environnement, c'était la désertification. On ne connaissait pas les trucs comme changement climatique. Au départ, le SILS, souvenez-vous, du SILS, Djirnin-Tourou, planter les arbres, tout ça là, on connaissait. Bien sûr. Et quand nous avons fait notre PNPE, qui est la politique nationale de protection de l'environnement, on l'a axé fondamentalement sur les plans d'action nationaux. Dans les plans d'action nationaux, nous essayons de faire en sorte que le reboisement, l'agriculture de conservation, la sécurité alimentaire prennent le pas. Mais plus tard, quand la convention, le secrétariat de la convention de lutte contre la désertification nous a touchés, on a compris que nous avions embrassé trop fort. C'est-à-dire qu'on a regardé, on a pris beaucoup d'éléments qu'on a mis dans la politique. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à créer ce qu'on appelle le cadre stratégique d'investissement en matière de gestion durable des terres. Dans ce cadre-là, les gens parlent de reboisement. Le reboisement n'est qu'un élément. Oui. Il y a le reboisement, il y a la lutte contre les feux de brousse, il y a l'aménagement des pâturages, l'aménagement des points d'eau, il y a la pêche, lutte contre les coupes de bois, l'exploitation frauduleuse du bois et l'exploitation même massive de bois de feu, la pêche frauduleuse, etc. Le cadre stratégique balise un certain nombre de domaines dans lesquels, c'est pourquoi on dit gestion durable des terres. Terre dans notre esprit en forestier, en l'environnement, quand nous disons terre c'est avec grand T. Terre c'est l'agriculture, c'est la forêt, c'est la pêche, c'est les mines, c'est l'habitat, c'est tous ces trucs-là que nous. Et dans ce domaine, les textes sont bien clairs. Et les textes sont toujours clairs. Non, les textes sont clairs. De toute façon, il nous faut des documents de référence. Et le document de référence, c'est le cadre de stratégie d'investissement en matière de gestion durable des terres. Le second document, c'est la neutralité en matière de dégradation des terres, ce qu'on appelle la NDT. Et ça aussi, l'élément est dedans. Nous avons taclé l'horizon temporel 2020-2060. Et nous espérons que si tout le monde faisait, vous avez parlé d'aménagement de reboisement, si. Aménagement à courbe à niveau. Reboisement, parce qu'on plante des arbres lors des campagnes comme ça. Tout à fait. Et après, rien. Et ces arbres meurent après. Personne ne suit. Ça, c'est vrai. Tout le monde parle que c'est du folklore. Mais en réalité, une campagne de reboisement est une initiative visant à
influencer les autres. Nous, on fait une campagne de reboisement grand envergure, nous plantons des arbres, oui, nous allons suivre et regarder si le taux de survie a donné, oui, mais c'est vrai qu'il y a d'autres opérations connexes, donc l'arrosage, l'entretien, la lutte contre la divulgation des animaux, c'est tous ces éléments qui rentrent. L'arbre aussi a des strates hydriques, il va vivre avec l'environnement qui l'agresse, les pressions humaines et tout. C'est ensemble-là qu'il faut savoir corriger. Et dans votre stratégie, il y a aussi la valorisation des produits forestiers non ligneux. Brièvement, c'est quoi exactement? Les produits forestiers non ligneux, c'est rien d'autre que les produits de cueillette terre à terre, en français facile. C'est les karité, les noix de karité, c'est les amandes, c'est les résines, etc. En le valorisant, nous allons fondamentalement contribuer à améliorer l'économie. Vous savez, il y a des femmes qui font la transformation par exemple, du zaban. Et ça se paye. C'est un produit ligneux. C'est un produit ligneux. Le détarium, tabakma, c'est un truc que les Sénégalais en raffolent. Et là, vous avez compris tous ces trucs-là. Si on aidait un tout petit peu les femmes à s'organiser, aller vers la transformation des produits forestiers non ligneux, ça peut lutter contre la pauvreté, ça peut les aider à être résilients face au changement climatique, ça peut aussi aider le pays à restaurer également les terres. Parce que la restauration des terres va avec l'aménagement de la faune et son habitat. Tout le monde oublie ça. Plus les animaux sauvages, la vie sauvage est prospère, plus les forêts vont se porter bien. Mais quelque part, puisqu'il y a un conflit animaux domestiques, animaux vie sauvage, ça aussi c'est notre problématique. Vraiment, l'environnement c'est beaucoup de problématiques à régler. C'est pourquoi on est sur beaucoup de fronts. Et de temps en temps, les gens ont l'impression qu'on stagne, qu'on ne fait rien. Mais nous sommes en train de faire ce qu'on fait. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, ça y est, donc non, on fait ce qu'on peut. D'accord. Donc je pense qu'on aura l'occasion de parler encore de ces sujets-là dans les prochains jours ou prochaines semaines. Nous passons maintenant à notre deuxième sujet, la conférence des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche de la Confédération des États du Sahel. Elle s'est tenue cette semaine à Bamako en présence des ministres chargés de l'enseignement supérieur du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Il s'agissait d'échanger sur la contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au développement stratégique de l'AES. Le reportage de Boubacar Bablé Touré sur la cérémonie d'ouverture. Les experts de l'enseignement supérieur et de la recherche des pays de l'AES dans une dynamique de mutualisation des systèmes et des résultats de recherche au sein de l'espace. Pour la concrétisation de l'initiative, les responsables du domaine sont réunis à Bamako à la faveur de la conférence des institutions d'enseignement supérieur et de recherche de la Confédération de l'AES. Première du genre, la rencontre vise à définir les nouvelles orientations stratégiques sur les mécanismes de mutualisation et d'intégration en lien avec les offres d'enseignement supérieur et les programmes de recherche de l'espace. La contribution de l'enseignement supérieur est indispensable pour la stabilité de nos États, en ce sens que c'est à lui que revient la noble mission de former la conscience nationale et de produire les savoirs permettant de faire preuve de discernement dans toute situation. Pendant 2 jours, les experts vont proposer des pistes de solutions afin de relever les défis auxquels font face les pays de l'AES. Des défis qui se résument au financement de la recherche, l'insuffisance d'enseignants-chercheurs et d'infrastructures, pour ne citer que ceci. D'où le choix du thème « La contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche au développement stratégique de l'Alliance des États du Sahel ». En collaborant, nous pouvons partager les ressources humaines, matérielles et financières, renforcer les capacités de nos institutions d'enseignement supérieur par la formation des enseignants, le développement de programmes d'études adaptés et l'amélioration des infrastructures. Favoriser la recherche collaborative en unissant nos forces, établir des réseaux d'échange entre nos institutions qui permettront de favoriser la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs, et promouvoir l'innovation en créant un écosystème d'innovation qui stimule la créativité et l'entrepreneuriat dans nos pays.
Les ministres en charge de l'enseignement supérieur ont chacun, au cours du panel inaugural, fait l'état des lieux du secteur en termes d'acquis, de difficultés et les perspectives. Docteur Traoré, la conférence a pris fin, la conférence des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche de la Confédération AES. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Qu'est-ce que vous avez pris comme conclusion ou décision principale? Merci, M. Koné. On a coutume de dire au niveau de nos universités que les meilleures nations sont celles qui ont les meilleures écoles. Si elles ne le sont pas aujourd'hui, elles le seront demain. Et l'organisation de cette première édition de la conférence des responsables d'institutions d'enseignement supérieur de l'AES s'inscrit dans cet ordre d'idée. C'est une ambition. C'est une ambition. Oui. Alors, globalement, les ministres ont retenu 4 conclusions essentielles. La première, c'est la mise en place d'un mécanisme dédié au développement des savoirs endogènes et qui pourrait intéresser également la quinzaine de l'environnement. Comment mettre en valeur les connaissances que nous avons dans divers domaines. Ça peut être la médecine traditionnelle, ça peut être la protection de l'environnement, ça peut être l'agriculture. Comment traduire ça concrètement dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, la première recommandation des ministres a porté sur ça. La deuxième recommandation porte sur le développement de la recherche par des pôles d'excellence sur des thématiques fédératrices en adéquation avec les priorités de développement des populations de l'AES. Donc, proposer à travers des pôles d'excellence, parce qu'il ne s'agit pas cette fois-ci que chaque pays ouvre un centre d'excellence pour faire de la recherche. Ah non. Cette fois-ci, nos pays, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, vont se réunir, développer des pôles d'excellence dans chacun des domaines d'excellence de chaque pays. Par exemple, nous pouvons ouvrir un pôle d'excellence sur le centre d'intelligence artificielle. Le Mali a déjà un centre d'intelligence artificielle qui est assez avancé, et donc il n'est plus nécessaire que le Niger et le Burkina ouvrent un centre d'intelligence artificielle. Les spécialistes du Burkina et du Mali et du Niger pourront être formés au Mali ici. Et donc, c'est cette recherche à travers les pôles d'excellence que nous voulons mettre en place. Mais cette fois-ci, c'est la recherche-développement. Il faut que les thématiques de recherche soient des thématiques qui impactent durablement les conditions de vie des populations de l'AES. Ensuite, les ministres ont recommandé qu'il soit mis en place un cadre de concertation périodique et rotatif sur le partage d'expériences entre les 3 pays, mais également sur les bonnes pratiques. Sur les bonnes pratiques, apprendre les leçons des bonnes pratiques qui se passent dans chacun des 3 pays. Et la quatrième recommandation porte sur la mise en place d'une synergie pour promouvoir les compétences entre les 3 pays. Donc voilà en gros ce que les ministres ont proposé à la suite de ces 2 jours de travaux. Et tout ça va nécessiter beaucoup de moyens financiers. Vous y avez pensé? Comment trouver les ressources financières pour mettre en pratique tout ce que vous avez pris comme décision? Effectivement, déjà les gouvernements des 3 pays font beaucoup pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et il y a des subventions qui sont accordées pour l'enseignement supérieur et la recherche, mais c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc, si ce n'est pas suffisant, ça veut dire qu'il faudrait que les institutions d'enseignement supérieur et de recherche se redoublent d'ardeur pour pouvoir trouver les financements. À cet égard, il y a des fonds compétitifs qui existent au niveau international, au niveau régional et au niveau national. Donc, il est demandé aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche parfois de constituer des consortiums, des unités de recherche, des consortiums de recherche, de se mettre ensemble pour aller à la recherche des financements à travers les fonds compétitifs
de recherche. Par exemple, le Mali, le Burkina, les chercheurs maliens, les chercheurs burkinabés, les chercheurs nigériens peuvent se mettre ensemble dans le cadre d'un consortium pour aller à la recherche de fonds compétitifs. Et ensuite, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche elles-mêmes doivent promouvoir des initiatives qui peuvent les permettre d'avoir des financements endogènes au sein de leur institution. Donc, voilà un peu ce qui est prévu pour le financement de ces recherches-là. D'accord. Et en quoi l'enseignement supérieur ou la recherche peuvent-ils contribuer au développement stratégique ou à la stabilité d'un pays, par exemple? Ça faisait partie quand même de vos thèmes de débat. D'abord, c'est les ressources humaines. La première mission de l'enseignement supérieur et la recherche, c'est de produire des ressources humaines de qualité et de promouvoir également des chercheurs de qualité. Il n'y a pas de développement sans des ressources humaines de qualité. Alors, l'enseignement supérieur et la recherche peut contribuer à la consolidation de l'Alliance des États du Sahel à travers la mise à disposition des institutions de ces pays des ressources humaines de qualité. Et ce sont ces ressources humaines de qualité qui vont promouvoir le développement au sein de l'AES. L'enseignement supérieur va contribuer au développement stratégique de l'AES à travers les recherches. Je vais prendre quelques exemples. Si vous prenez le domaine de la médecine aujourd'hui, les résultats des recherches dans le domaine de la médecine traditionnelle contribuent à améliorer la santé de la population malienne. Prenez des maladies aujourd'hui comme l'hépatite. Vous partez dans les hôpitaux, on va vous recommander d'aller acheter l'hépatisane. Et ça, c'est le résultat d'une recherche qui est effectuée par les chercheurs de l'enseignement supérieur. C'est valable pour les foyers améliorés dans le domaine de la protection de l'environnement. C'est les chercheurs qui ont mis en place les foyers améliorés. Il y en a d'autres dans le domaine de l'agriculture. Les chercheurs ont mis en place des semences adaptées au changement climatique. Que ce soit dans le haricot, que ce soit le maïs, et même d'autres types de races animales pour adapter ces éléments-là au changement climatique. Et donc, c'est à travers la recherche, on peut faire avancer les pays de l'AES à travers l'enseignement, en mettant à la disposition de ces pays des ressources humaines de qualité, on peut contribuer au développement de l'enseignement. Parlant justement de ressources humaines de qualité, on va parler de formation, pour avoir des ressources humaines de qualité, mais on constate au même moment que le niveau de formation, le niveau baisse d'année en année. Le niveau dans nos écoles supérieures, dans nos écoles de façon générale, le niveau baisse d'année en année. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais également relativiser un peu cette thèse. Monsieur Koné, aujourd'hui, vous rentrez dans nos universités, vous aurez du mal à compétir avec beaucoup d'étudiants, par exemple sur l'informatique. Oui, il y a peut-être... Donc, le niveau de l'étudiant, ce n'est pas seulement la langue. C'est ça. Le niveau de l'étudiant, c'est tout un ensemble. Donc, il faudrait un peu relativiser cette thèse. Nos étudiants, même aujourd'hui, sont en train de compétir à travers le monde. Et l'une des illustrations, par exemple, l'année passée, le Mali s'est classé deuxième dans le concours du génie en herbe droit au Ouada. Et l'année qui a suivi, le Mali s'était classé premier. Donc c'est pour dire que nos étudiants aussi n'ont pas un niveau aussi faible qu'on le pense. Si on doit apprécier le niveau des étudiants à travers la langue seulement, l'expression, on peut se tromper. Dans beaucoup de domaines, ils peuvent compétir. Cependant, la baisse du niveau des étudiants résulte de beaucoup de facteurs. D'abord, il y a l'effectif. Vous savez, aujourd'hui au Mali, nous avons, si on se réfère aux derniers chiffres de la Direction générale de l'enseignement supérieur, nous sommes à 147 855 étudiants pour 2003 enseignants. 2003 enseignants, donc un ratio d'un enseignant pour 75 étudiants.
ce qui n'est pas conforme aux normes, par exemple, de l'UNESCO, qui a un étudiant pour 25, et un enseignant pour 25 étudiants. Donc, il y a l'effectif. Il y a un problème d'infrastructure. Et ça joue sur la qualité, finalement. Il y a un problème d'effectif, mais il y a un problème d'infrastructure aussi. Mais à ce niveau, le ministère est en train de travailler, par exemple, pour mettre en place une université virtuelle. Ensuite, il y a le problème des ressources humaines. Le nombre d'enseignants est qualifié, est insuffisant. Et même, non seulement il y a une insuffisance en enseignants qualifiés, mais il y a une insuffisance aussi en nombre, en quantité. On peut également ajouter à ces insuffisances la documentation. Nous sommes très peu dotés en documentation. Et il va falloir mettre en place une politique qui va promouvoir les bibliothèques au Mali. Mais la baisse des niveaux, ce n'est pas seulement au niveau des enseignants. La baisse des niveaux, c'est aussi des étudiants. On constate de plus en plus une baisse de la soif d'apprendre dans notre pays. Il y a quelques années, on voyait toutes les classes, les lycées, les écoles fondamentales remplies d'étudiants qui apprenaient. Mais dans ces derniers temps, on constate de plus en plus que les parents n'encouragent pas suffisamment les enfants à apprendre. Donc, il y a une sorte de baisse de la soif d'apprendre de la part des étudiants aussi. Donc, c'est cet ensemble de facteurs conjugués qui pourrait expliquer la baisse. Il y a une baisse de niveau quand même. Oui, il y a une baisse de niveau, mais je dis à relativiser. Je dis à relativiser. D'accord. Voilà. Monsieur Démé, vous constatez aussi qu'il y a des problèmes au niveau de l'enseignement supérieur au Mali. Et qu'est-ce que vous, en tant qu'environnementaliste, qu'est-ce que vous suggérez, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que l'enseignement puisse aller mieux au Mali? Parce qu'il y a aussi il y a l'inadéquation entre l'offre de formation et l'emploi. Tout à fait, tout le monde a fait le constat. Bon, comme Paul l'a bien expliqué, bon, ils sont quand même performants dans les domaines, les nouvelles technologies d'information, de communication sont très bien. Ce que nous on fait, nous voulons l'ouverture vers le marché va fondamentalement être orienté vers le changement climatique. Et nous sommes en train de faire en sorte que les universités, en tout cas l'IPR de Katibou, en train de former les gens au changement climatique. Nous essayons de voir les filières, même au niveau des écoles professionnelles, un peu plus en adéquation, pour que, parce que ça c'est des trucs preneurs, quoi. Quelque part, si vous arrivez à rentrer dans l'économie verte circulaire, vous pouvez, après votre sortie de l'université haute, vous devenez actif, vous pouvez avoir encore de l'argent, vous pouvez faire de l'entrepreneuriat vert. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas peut-être d'aller... C'est bien ce que vous êtes en train de dire. C'est la recherche qui nous aide également, nous, environnementalistes, à développer toutes les variétés climatiques adaptées aux conditions du Sahel. Mais quelque part, il faut aller vers une université ou une école qui va produire des éléments qualitatifs capables de se prendre eux-mêmes en charge. Je voulais dire de travailler vraiment de façon concrète dans leur domaine. Dans leur domaine, emploi vert, entrepreneur vert, etc. Et finance verte, il n'y a que ça maintenant. Et ça, c'est les filières porteuses. Docteur Traoré, on a dit que les programmes d'études ne sont pas toujours adaptés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Bon, ça c'est dû à l'évolution du marché de l'emploi. Et actuellement, dans les universités, sous l'incitation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il y a la relecture des textes dans toutes les universités et la relecture des programmes d'enseignement dans toutes les institutions d'enseignement supérieur. Et un domaine considéré aujourd'hui comme porteur, demain n'est pas porteur. Donc il va falloir interroger la capacité d'adaptabilité de nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche aux besoins changeants du marché et de l'emploi. C'est pourquoi actuellement, les institutions d'enseignement supérieur ont tous ouvert un bureau de liaison avec le monde professionnel. Et le Conseil national du patronat est présent
dans les conseils d'administration de toutes les universités. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de suivre l'évolution du marché de l'emploi. Et désormais, en élaborant les maquettes des formations, les programmes, on ne s'assoit plus au niveau de l'université ou de l'institution d'enseignement supérieur pour concevoir la maquette. On va d'abord vers le milieu professionnel, et on les interroge, on les met dans les commissions d'élaboration de ces maquettes, et à partir de là, la maquette et les programmes des universités sont produits à la suite d'une co-construction entre le milieu universitaire et le milieu professionnel. Voilà. Donc vous pensez qu'au fur et à mesure que vous élaborez vos programmes d'études, vous allez tenir compte d'abord du besoin sur le marché? Oui, non, il s'agit d'abord de faire une étude sur le marché, mais consolider cette étude par la co-construction du programme avec le milieu professionnel. Parce que d'habitude, on était un peu habitué à élaborer la maquette des formations au niveau des universités. Mais aujourd'hui, on va vers le milieu professionnel pour co-construire la maquette des programmes. C'est ce qui nous permet de favoriser l'éducation, formation, emploi aujourd'hui. Et c'est pourquoi, actuellement, beaucoup d'entreprises viennent vers les universités et nous demander de les proposer des stagiaires parce qu'ils ont participé à la construction du programme d'enseignement. Mais avec maintenant la Confédération AIS, vous allez peut-être étendre ces études-là aux 3 pays Oui, il s'agit maintenant de mutualiser parce que la vision même de l'enseignement supérieur au niveau de l'AIS, c'est de proposer un mécanisme qui mutualise et qui intègre les offres d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, désormais, nous irons vers une mutualisation. Ce qui s'est fait au Burkina par rapport à un programme est mutualisé avec ce qui s'est fait au Mali et au Niger. Et donc, c'est la mutualisation, c'est l'intégration désormais. Aucun pays ne va seul par rapport à des programmes. Nous allons désormais mutualiser et harmoniser nos programmes. Merci beaucoup, Dr Paul Traoré. Merci également à vous, M. Abraman Démé. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 13h avec Abdoul Karim Kaba. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.